Bonsoir tout le monde, c'est Asma Amdoni, docteur en médecine générale et comédienne amatrice. Ce soir, nous allons parler de l'ignorance et nous allons apprendre ensemble combien c'est important, voire obligatoire, d'apprendre à ignorer les ignorants. Alors, je commence par reprendre la même définition que j'ai, ma propre définition, hein, c'est très personnel, des ignorants. Moi, je pense que les gens ne sont pas tous les mêmes, ok? Je pense qu'il faut toujours classer. On a toujours besoin d'une classification pour pouvoir être plus ou moins juste avec les gens. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que pour moi, je crois que il y a quatre types ou quatre grades, si vous voulez, d'ignorance. Nous avons l'ignorance stade 1 qui ignore des choses, ok? Donc moi, par exemple, je fais partie des ignorants stade 1. Et en principe, on est tous des ignorants stade 1. Stade 2, c'est un ignorant qui ne veut pas apprendre. Stade 3, c'est un ignorant qui attaque les personnes qui sont là pour faire apprendre des choses. Et quatrièmement, c'est des gens qui empêchent les gens d'apprendre. C'est-à-dire, bien loin de lui, il n'est pas concerné, il n'est pas touché, il n'est pas impliqué, il n'est même pas ciblé par l'apprentissage. Et il empêche les gens d'apprendre et empêche les autres de leur faire apprendre des choses. Vous voyez? Donc, le stade de gravité est différent d'un ignorant à l'autre. Très bien. Alors, pourquoi il faut ignorer les ignorants, à mon avis? Parce que c'est une perte de temps. Ça, c'est une expérience que j'ai vécue sur plusieurs plans. Parce que les ignorants, il faut savoir que on peut être bien renseigné sur un point et être un sacré ignorant dans un autre point ou sur un autre plan. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut premièrement admettre qu'on est des ignorants. Stade 1. Il faut admettre. Bonjour, Othman. Il faut que j'admette d'abord que j'ignore des choses. Pourquoi? Parce que c'est la première étape avant d'apprendre. Exemple, j'ignore la langue allemande, ok? Il faut que j'admette. Je vais me dire, Asma, tu sais pas parler allemand, d'accord? Donc, admettre est une étape, c'est un pas. C'est un pas qui est très important. Par exemple, je ne sais pas comment communiquer avec les minables. Par exemple. Même si j'ai appris, merci, même si j'ai appris à faire ça, mais je vais toujours me dire, Asma, je vais admettre, je vais accepter, je vais me dire, Asma, tu ignores comment traiter les minables, comment discuter avec les minables. Donc, quand j'admets que j'ignore des choses, je peux apprendre. Je peux faire des consultations, je peux faire même de la psychothérapie, je peux apprendre à parler et à m'adresser et à discuter et à même communiquer et à même négocier, si vous voulez, certaines choses avec un minable, d'accord? Et là, je vais, voilà, après avoir fait cet effort pour apprendre, alors là, je vais apprendre des choses. Et ça va m'être utile, très utile, parce que apprendre à communiquer avec n'importe qui, avec n'importe quelle catégorie, je pense que c'est très important et c'est très utile. On va bien insister sur ce point, c'est-à-dire admettre qu'on est des ignorants pour pouvoir avancer. Pourquoi? Pour que la prochaine fois, Inch'Allah, lorsque je vais vous dire vous êtes un ignorant ou vous ignorez des choses, vous devez savoir que peut-être que vous faites partie de la première classe à laquelle on appartient tous. Je vais vous donner d'autres exemples d'ignorance stade 1, comme ça va vous aider à ouvrir grand les yeux. L'art de la communication. Alors, l'art de la communication, plus on apprend, plus on comprend, plus on se rend compte qu'on est des ignorants. Exemple. Moi, j'ai déjà fait un effort pour pouvoir communiquer librement, honnêtement, avec un certain niveau de respect, mutuel bien évidemment, avec les gens de qualité. Ok? J'ai fait un effort. Pourquoi j'ai fait un effort? Parce que je me suis arrêtée à un certain moment et je me suis dit, Tasma, tu ignores comment traiter les gens de qualité. Tu confonds. Tu sais pas comment. Alors ça, c'est pas une insulte. Ça, c'est pas une insulte. Ça, c'est
Imaginez, vous voulez par exemple monter les escaliers si vous voulez, et vous voulez arriver au 5e étage. Donc c'est impossible de ne pas passer par le premier étage. C'est impossible. 2e étage, c'est pas possible. Merci. C'est pas possible. Donc qu'est-ce que je dois faire? Je dois me dire, Asma, je sais pas comment communiquer avec les gens de quartier. Ça lorsque j'étais très jeune. Et lorsque j'admets que je ne sais pas comment faire, à ce moment-là, je vais passer à une autre étape, c'est quoi? C'est de décider d'apprendre. Alors là, il y a vraiment un vaste, si vous voulez, champ que je dois traverser, ou un grand boulevard à traverser, là où il n'y a pas de feu rouge. Et il faut savoir que c'est très courageux de votre part ou de notre part de décider de mettre fin à l'ignorance. Ça demande de la force. Si vous avez déjà fait ce saut, c'est-à-dire passer de admettre qu'on est ignorant et décider de lutter contre l'ignorance, ou décider d'apprendre, vous devez savoir que vous êtes des héros. Sincèrement, je jette pas des fleurs sur vous, mais ça c'est vrai. Donc, premièrement, premier signe de courage, c'est de se dire je ne connais pas. Au fond de vous, vous n'avez pas besoin de montrer ça aux gens. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas vos parents, les gens ne sont pas vos amis intimes, les gens ne sont pas vos partenaires, les gens ne vous aiment pas, tous. D'accord? Et ce ne sont pas des ennemis. Il faut pas avoir des ennemis. Si on est considéré comme étant des ennemis pour des gens, pour d'autres personnes, ça, it's not our business, ok? Ce n'est pas notre affaire. Ce n'est pas notre problème. Mais si moi, par exemple, je prends quelqu'un pour un ennemi, c'est mon problème. Et je suis malade. Et je dois voir un médecin, psychiatre, un psychothérapeute, un hypnotiseur. Et je dois me réconcilier avec ce considéré ennemi pour pouvoir le libérer, couper les liens avec lui, les liens karmiques et tout, et me réconcilier avec moi-même. Pourquoi? Parce que c'est très important. Dans le monde de l'hypnose, dans le monde de la médecine, c'est très important de ne pas louer notre cœur à quelqu'un. Alors ça, c'est une métaphore que j'adore. Il ne faut pas louer son cœur. Il ne faut pas donner son cœur. Il ne faut pas permettre à quelqu'un de se loger dans votre cœur. Un ennemi, c'est quelqu'un qui habite sans payer, qui habite for free, gratuitement dans votre cœur. Alors, est-ce que c'est intelligent? Non, c'est pas intelligent de votre part. Parce que votre cœur, c'est, on dirait, une suite royale. Donc, si quelqu'un réside dans ton cœur, que ce soit par amour ou par haine, c'est-à-dire que vraiment, votre cœur ne vaut rien. C'est comme s'il y a un hôtel 7 étoiles qui permet aux gens de passer des séjours sans payer. Alors ça, c'est hyper grave. Voulez-vous que je vous permette de commenter? Je vais jeter un coup d'œil. S'il y a des gens qui sont abonnés, donc par respect à ces gens-là, il ne faut pas que je permette à tout le monde de répondre, de commenter. Très bien. Alors maintenant, vous avez le droit de commenter. Et on va bien se concentrer sur ce point, c'est-à-dire le courage, la bravoure et la force de personnalité et la force de la confiance en soi pour pouvoir décider d'apprendre et admettre qu'on ignore sans tout montrer aux gens. Quand tu dis devant tout le monde, je veux apprendre quelque chose, c'est-à-dire que tu augmentes les chances de ne pas faire cette chose-là. Ça, c'est vrai. Ça a été prouvé scientifiquement. Parce que quand je dis à quelqu'un, je veux partir en Allemagne. Ok. Je vais faire la médecine en Allemagne. Alors, quand je dis ça à quelqu'un, premièrement, il va être jaloux de moi. Ça, c'est la vérité, ok? Je parle de la communauté où je vis, je parle de la société où je vis, automatiquement, les gens vont souffrir. Il y a même des gens qui vont pas passer la nuit, ok? Tranquillement. Alors là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut savoir que je vais attirer de l'énergie négative, d'accord? Et
sans qu'il y ait pour autant de la jalousie, mais il y a, il y a une concentration de plusieurs cerveaux sur ce que je veux faire. Il y a tout le monde qui va continuer à me poser des questions. Asma, est-ce que t'es parti? Asma, est-ce que t'es parti? Asma, est-ce que t'es parti? Ça va m'embêter, ça va me gêner, et ça va vraiment me laisser incapable de me concentrer sur ce que je fais. Vous voyez? Je m'excuse, tout commentaire inapproprié, le compte va être bloqué à vie. Très bien, donc je pense que l'idée est bien claire, c'est-à-dire lorsque je décide, lorsque j'admets que je suis ignorante, que j'ignore des choses, alors qu'est-ce que je dois faire? Je ne suis pas obligée de le dire aux gens. D'accord? J'aurais bien aimé que cette leçon soit apprise de votre part une fois pour toutes. Même si des fois moi je dévoile des choses, ne me prenez pas pour un idole, ne me prenez pas pour idole ou pour exemple ou pour modèle. Je n'ai pas je suis pas l'intention, ok? J'ai pas envie d'être une influenceuse, d'influencer les gens dans le sens automatisme, c'est-à-dire ça me fera pas plaisir de voir tout le monde faire exactement ce que je fais, ça me fera pas plaisir de voir les gens euh, dépendre de moi, ok? Moi je veux pas des faibles, je veux pas que ma communauté sur internet soit faible, et pour moi la faiblesse c'est de faire ce que je t'ordonne de faire. Je peux t'influencer dans un sens, c'est-à-dire inspirer, ok? Inspirer, pas influencer. Je peux par exemple te motiver, ça me fera énormément plaisir. Mais si j'influence tes choix, et si tu m'imites, ok? Imiter, c'est-à-dire faire la même chose. Imiter, c'est-à-dire admirer à un certain point où je serai esclave de toutes tes attitudes. Des fois même ça devient de l'addiction. Ok? Ah, le sujet, c'est écrit, je pense, ça a été camouflé par les commentaires. C'est ignorer les ignorants. Alors, c'est une décision que j'ai prise et on va discuter ça à plusieurs reprises. Je compte même faire toute une série qui parle de ça. Alors, je pense que vous avez raté le premier épisode où on a classé les ignorants. Donc, moi, j'ai créé une classification de 4 grades ou 4 stades d'ignorance. Et là, on est en train de parler de combien c'est important de comprendre le premier pas. Le premier pas, c'est quoi? C'est admettre qu'on est tous des ignorants et et poursuivre son chemin et faire le deuxième pas qui est la décision d'apprendre, la décision de lutter contre cette ignorance. Très bien. Alors, bravo, très bonne décision. Ah, merci beaucoup, c'est gentil de votre part et ça m'encourage tellement. Alors, une fois j'ai décidé on a dit que c'est important de ne pas dire à tout le monde que je suis ignorante, vous n'êtes pas obligé de le faire, moi je fais de la sensibilisation et je déconseille les jeunes, les adolescents qui me suivent de faire la même chose que moi, de m'imiter, ok? Ils doivent faire ce qui leur arrange, ok? Et ce qu'ils peuvent assumer. Parce que moi, j'ai fait des choses en cachette et je montre ça aux gens parce que c'est très professionnel et responsable de montrer aux gens les choses qui peuvent, qui doivent être montrées. Par exemple, lorsque je partage quelque chose en direct avec les gens, il faut savoir que moi, je suis docteur en médecine générale. Je connais très bien les conséquences, les complications. Et lorsque je suis surprise par quelque chose que je sais pas, je suis entourée, je suis soutenue, je suis encadrée, je suis suivie, ok? Nous tous les médecins, on a vraiment une équipe derrière nous. Tous les médecins ont un psychiatre, un psychologue, un thérapeute, un coach, un hypnotiseur, un maître sportif, un diététicien et tout. Vous voyez? Et il faut que le médecin soit assidu, sinon il va souffrir. Mais vous, ou un adolescent qui me suit, ou quelqu'un, ou une jeune dame une jeune fille
qui va par exemple regarder la rediffusion de ma vidéo, j'insiste et je vais insister sur ce point. N'essaye pas de m'imiter, s'il te plaît. N'essayez pas de m'imiter. Parce que moi, quand j'ai par exemple une réunion, je fais une consultation. Je fais une consultation de psychothérapie avant de faire une réunion. Pourquoi? Eh bien, tout simplement pour avoir de la confiance en soi, pour ne pas dépasser mes limites. Et si, par exemple, je tombe dans une situation d'injustice, si j'étais, par exemple, victime d'injustice, alors il faut que j'admette ça. Et pour admettre, il faut faire une séance. Vous voyez? La vie n'est pas facile. La vie n'est pas aussi facile que ça pour que j'imite tous les influenceurs que je vois sur Internet, ok? Vous avez aimé une personnalité, il faut savoir que la personnalité, c'est quoi? C'est de la sculpture. C'est-à-dire que ça a été fait avec finesse et chaque détail a été a nécessité un très grand effort. D'accord? Can you speak English? And what about people who don't understand English? What about them? How could I deal with that? People who cannot not understand English. I'm so sorry for you, but I think another time I will do. Wish you the best, Nine. You're welcome. Alors, on a dit premièrement, j'admets que j'ignore. J'ai pas besoin de dire ça à tout le monde. C'est très beau d'avoir c'est très beau d'être parrainé, si vous voulez. On a besoin d'un parrain dans chaque domaine, dans chaque espace, dans chaque champ, dans chaque atelier, dans chaque station de notre vie. On a besoin d'un parrain. C'est beau, c'est très beau d'avoir un parrain. En médecine, dans chaque spécialité, on a des parrains. Dans la vie, on a besoin d'un parrain. Si vous n'avez pas de parrain, essayez d'avoir un médecin, un confident. Je paye pour avoir un confident. J'achète un confident. Parce que si vous n'êtes pas bien immunisé sur le plan émotionnel, intellectuel, religieux, tout ce que vous voulez, vous allez être victime de manipulation d'une façon permanente. Ok? Alors, je m'explique. Vous êtes dit, je suis ignorant. Ok? Vous avez fait le premier pas. Ok. Alors, qui est-ce qui vous a dit que vous êtes un ignorant? Top l'idée du Talk Express. Merci, c'est gentil. Alors, qui est-ce qui vous a dit que vous êtes un ignorant? Comment avez-vous su que vous ignorez des choses? Comment est-ce que vous êtes donné l'autorisation, la permission de vous juger ignorant? Alors ça, c'est une très bonne question. Je vais vous donner le même exemple. Par exemple, je me suis dit, j'ignore, je sais pas, je connais pas la langue allemande. Très bien. Pourquoi j'ai dit que, Asma, tu ignores tout ça? Tu ignores la langue allemande. J'ai besoin d'un parrain. J'ai besoin de quelqu'un qui est plus expérimenté que moi, qui est plus sage que moi, pour me donner d'abord de la force, de la confiance en soi. On a besoin de la confiance en soi au quotidien et à chaque étape. À chaque étape, à chaque, à chaque péripétie, on a besoin d'une confiance en soi. Parce que si je perds la confiance en soi dans une étape, vraiment, je peux pas passer à l'étape suivante tranquillement. Exemple. Je me suis dit, Asma, tu ignores la langue allemande. Il faut avoir de la confiance en soi. Je me pose la question, Asma, est-ce que tu es confiante? Imaginons que j'ai dit non, je suis pas confiante. Je ne serai confiante que lorsque j'aurai la capacité de communiquer en allemand comme une Allemande. C'est-à-dire que qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai détruit ma confiance en soi. J'ai détruit l'image que j'ai sur moi. J'ai détruit l'estime, mon propre estime, ok, de soi.
Pourquoi j'ai fait tout ça? Et à quoi j'ai lié tout ça? J'ai lié la confiance, l'image, l'estime de soi, à quoi? Au moment qui n'existe pas, au futur. Il y a un proverbe qui dit, ce proverbe je l'ai lu lorsque j'avais 14 ans. Il dit, tout le monde veut arriver au sommet, mais le plaisir se trouve dans l'escalade. Il y a l'escalade, il y a le sommet. Il y a le trajet, il y a l'arrivée. J'apprécie votre éloquence. Merci beaucoup, c'est gentil. Alors, il y a l'escalade, il y a le sommet, il y a l'escalade. Le proverbe dit, tout le monde veut arriver au sommet, mais le plaisir se trouve dans l'escalade. On a deux choix. Soit on vit tout en ayant de la confiance en soi, même si on n'a pas encore pu atteindre l'objectif, on n'a pas encore achevé le travail. Soit on va lier la confiance en soi, le bien-être, la satisfaction, l'estime de soi et beaucoup de choses au point d'arriver. Qu'est-ce que vous préférez? Moi, personnellement, je préfère rester moi, être fier de moi, être confiant de moi, dans mon chemin. Parce que différer le bien-être, c'est tout rater. Quand je diffère la joie, exemple, j'ai fait 8 ans ou 7 ans et demi d'études, si j'avais différé la confiance en soi, la joie et beaucoup de choses, et si j'ai conditionné ça au moment où je vais décrocher mon diplôme, cela veut dire que je me suis condamnée moi-même à souffrir 7 ans et demi ou 8 ans pour un seul moment. Alors ça, c'est pas intelligent. Dans le monde du commerce, c'est pas intelligent. Dans le monde de la médecine, c'est pas intelligent. La réussite, c'est un moment. Le diplôme, c'est un moment. C'est un moment, à une minute, à une fraction de seconde. On a signé. Voilà pourquoi on souffre. Voilà pourquoi les gens souffrent. C'est parce qu'on lit tout au moment de réussite. Je vais vous donner un autre exemple que la majorité des gens connaissent. Dans les familles où il n'y a pas d'amour inconditionnel, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, nous avons les petits, quand ils font l'hypnose, vous devez savoir que même en faisant une consultation de psychothérapie, on ne peut pas tout dévoiler et on ne peut pas tout traiter parce que le patient ne se rappelle pas de tout. On ne peut pas se souvenir de tout. On a besoin vraiment d'une séance d'hypnose. Pourquoi? Parce que l'hypnose, c'est quoi? C'est une bombe qui s'éclate, qui s'explose, ok? Pour faire sortir tout ce qui a été emmagasiné dans la mémoire et dans la boîte noire, ok? Alors, quand les gens, grâce à l'hypnose, on a pu découvrir que les gens qui ont été privés de l'amour inconditionnel, ce sont des gens qui ont passé toute leur vie à lier le plaisir, la joie, la confiance en soi, l'estime de soi. Et même, ils croient qu'ils ne méritent pas le respect tant qu'ils n'ont pas encore décroché soit leur bac. Et après, on se sent pas digne de respect avant d'avoir le diplôme. Et après, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, on diffère la joie, l'estime de soi et la confiance en soi au moment où je vais décrocher un poste. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que toi, tu vaux rien. C'est-à-dire que dans toute ta vie, il y a quelques stations où tu vas te sentir une personne respectée, respectueuse et qui mérite le respect. Ce sont vous allez vraiment vous sentir, pardon, j'ai reçu une grande énergie négative. Voilà. Ce monsieur, je devrais le bloquer, je ne sais pas pourquoi, mais il est bourré d'énergie négative. Je suis désolée, monsieur. Et déjà, vous n'avez pas respecté la règle de la communication, c'est que on doit respecter la langue choisie de ma part. Alors, j'étais en train de dire que les gens qui n'ont pas été bien gâtés sur le plan pour ce qui est de l'amour inconditionnel,
après avoir fait l'hypnose, ou grâce à l'hypnose, ou grâce à l'hypnothérapie, on a découvert que ces gens avaient un problème d'amour de soi, d'estime de soi, de l'image qu'ils ont sur eux, et ils se croyaient vraiment indignes et qui ne méritent pas d'être aimés correctement et appréciés. Et ils n'ont vécu ce plaisir que durant 3 moments. Premier moment, c'est avoir leur bac. Deuxième moment, deuxième rendez-vous de confiance et d'estime de soi, c'est le jour où ils ont eu leur diplôme. Troisièmement, le jour où ils ont eu un travail, un boulot, une profession, un poste, ok, ou un projet, ou une entreprise. Et quatrièmement, le jour où ils se sont mariés. Cinquièmement, le jour où tu as eu des enfants. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la vie des gens, ou la vie des familles, ou la vie des membres des familles où il n'y a pas d'amour inconditionnel, où il n'y a pas la culture de vivre au quotidien, chaque moment, décrocher les bons moments, vivre chaque moment. La vie de ces gens-là, c'est une vie sombre, avec quelques points lumineux, durant les journées où ils ont décroché quelque chose. Vous voyez? Donc, au lieu de vivre 365 jours en vie, une seule journée, c'est-à-dire, est-ce que tu as réussi ou tu as refait l'année? Alors ça, c'est hyper dangereux et malheureusement, la majorité des gens vivent comme ça. Tout ça pour vous dire que le premier pas de se dire « je suis ignorante », exemple, j'ignore la langue allemande, ça, c'est une vérité. Comment est-ce que je dois vivre ce témoignage? Est-ce que je dois souffrir et me sous-estimer et me sentir incapable, impuissante, inférieure, ignorante dans le sens négatif et de ne me sentir à l'aise que lorsque j'aurai décroché le diplôme de, je sais pas moi, de Betzwein, ok? Ou bien je dois rester toujours moi, je dois être fière de moi et je dois vivre chaque moment et je dois jouir et même prendre des photos, des souvenirs du premier jour où je savais pas, je connaissais pas comment lire l'alphabet et tout, et de vivre chaque moment. Alors ça, c'est un choix, c'est une culture, c'est une éducation. Vous voyez? C'est un choix, c'est une culture, c'est une éducation. C'est un choix, c'est une culture, c'est une éducation. Soit je vis, je m'aime, je me connais, et je peux passer par des hauts et des bas, je peux passer par des moments d'ignorance et des moments d'apprentissage ou de savoir relatif, ok? Soit je vais m'empêcher de me respecter, ok? Et je vais m'empêcher, je vais me priver du délice de sentir de la confiance en soi. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que j'ai lié la confiance en soi à la réussite. Alors que non. La confiance en soi, l'amour, l'appréciation, l'auto-appréciation, c'est pas lié à la réussite. Parce que sinon, en cas d'échec, je vais me sentir dénigrée par moi-même et ridiculisée. Je sais pas est-ce que vous avez touché ce que je veux dire, mais je vous invite à bien penser à ce que j'ai dit, sinon vous pouvez demander, poser des questions et je vais détailler ça parce que mon objectif c'est de bien décrire ces étapes et ces étapes et ces détails aux adolescents, aux plus jeunes. Pourquoi? Parce que quand on est très jeune, on ne comprend pas les choses et quand on vit ces choses-là, on les comprend mieux. Et plus on vit cette expérience, plus on apprend des choses. Donc je pense que c'est très gentil de ma part, de la part de n'importe quelle personne qui a vécu certaines choses, de partager ça avec les gens qui n'ont pas encore pu atteindre un certain niveau de confiance en soi pour y croire. On a tous été moins confiants, en principe, parce qu'en principe, on devient plus confiant qu'avant. On devient plus mûr qu'avant, on devient plus sage qu'avant. Vous voyez? Alors je vais lire vos commentaires. Veuillez m'excuser parce que tout à l'heure j'étais bien concentrée sur un point et je voulais pas perdre le bout de fil.
Pourquoi vous ne faites pas des podcasts radio? Ah, merci beaucoup. Vous m'avez encouragé à deux reprises, c'est très beau. En fait, moi, j'ai une petite recherche, une petite étude par rapport à l'immunité électronique. Pourquoi? Tout simplement parce que en médecine, on a fait des études expérimentales. Vous voyez, j'ai la mentalité de sciences expérimentales. Alors moi, quand j'étais en 7e année, j'ai réalisé qu'il y avait 3 femmes dans la même salle. La salle contenait 6 lits. Et ces 3 femmes avaient des tumeurs de l'ovaire. Et ces tumeurs de l'ovaire étaient vraiment silencieuses. Elles avaient toutes une symptomatologie digestive. Et je me suis dit, Asma, mais c'est bizarre. Les tumeurs de l'ovaire sont silencieuses. Voilà pourquoi moi, j'aime pas quand on me parle de colopathie fonctionnelle. J'aime pas ça. Colon irritable, j'y crois pas. Et même nos professeurs n'y croient pas. Je me rappelle très bien, il y avait un professeur qui nous a dit, de gastro-hépatoentérologie, qui nous a dit, je ne vais pas vous enseigner le cours de colopathie fonctionnelle. Je ne veux pas entendre des médecins parler de colopathie fonctionnelle. On met les diagnostics, on voit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui ne va pas. S'il y a un problème neurologique ou neuropsychiatrique, il y a des psychiatres, il y a des neurologues. Bon, l'essentiel, c'est que j'ai découvert qu'il y a plusieurs cas de tumeurs de l'ovaire qui sont silencieuses. Et je me suis dit, Asma, il faut travailler. Il faut faire une recherche. Parce que moi, j'ai cette mentalité, ce réflexe de faire des recherches. Alors, j'ai fait une étude de 2 ans pour avoir mon diplôme. 2 ans, juste, alors que vraiment, ça valait pas le coup, mais je pouvais très bien faire cette étude, rétrospective, bien sûr, au moins de temps, durant une durée qui est plus courte, si vous voulez. Mais moi, j'ai pris tout le plaisir de faire toute une recherche pour savoir pourquoi les tumeurs de l'ovaire sont silencieuses. Voilà, donc tout ça pour vous dire que j'ai pas la tête de radio, mais j'ai la tête de chercheur. Alors, en pratiquant, j'ai découvert que il y a des victimes de cybercrime, il y a des malfaiteurs, il y a des gens qui sont là uniquement pour rendre la vie des gens pourris comme la leur. Exemple, une jeune fille qui fait la connaissance d'un jeune monsieur qui l'arnaque, qui est un manipulateur, qui n'a pas de diplôme, qui n'a pas de formation, qui n'a pas d'éducation, c'est un paranoïaque, c'est un pervers narcissique. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, le pervers narcissique, il prend il aspire, il vampirise l'énergie et il demande, il pose beaucoup de questions, il donne de l'amour, il reçoit des informations. Il donne de l'amour, il reçoit de l'information. Donc, quand la personne en face, qu'elle soit un homme ou un garçon ou une fille, quand tu lui donnes de l'amour inconditionnel dont il a été privé pendant longtemps chez lui, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il devient l'esclave de la personne qui alimente ce manque affectif. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Même si tu demandes à la jeune ou au garçon de laisser de côté son téléphone, il ne peut pas, parce qu'il est devenu addicted, accro. Alors, ce cybercriminel, qu'est-ce qu'il fait? Il prend des informations, et après, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la victime, il la menace, il la fait chanter. Les gens doivent savoir que le pervers narcissique, ou le criminel, ou le paranoïaque, ou n'importe quel type de personne instable sur le plan, des fois juste éducatif si vous voulez, ou éducationnel. Alors, ces gens instables qui se baladent sur les réseaux sociaux, ils sont très dangereux. Exemple, tu fais la connaissance d'une femme. Cette femme a un enfant, ou cette femme est enceinte, ou cette jeune fille, par exemple, ou cette femme, par exemple, déjà mariée, a eu une relation avec toi-même. Ok, t'es un cybercriminel, t'as fait la connaissance d'une femme vulnérable, et cette femme, la pauvre, elle est tombée sous la séduction sous votre séduction, ok, ou esclave de votre séduction, de votre charme, beaucoup de choses que vous avez montré durant ce qu'on appelle la phase de séduction. Et après, cette femme, par exemple, elle t'a dévoilé des secrets. Donc, ce malfaiteur, qu'est-ce qu'il fait? Il n'a pas besoin d'être un pervers narcissique. Qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il menace cette dame qui s'est confiée à lui. Il la menace en utilisant ses secrets. Par exemple, il lui dit,
Si tu m'envoies pas tes photos, tes vidéos nues, alors je vais tout raconter à ton époux. Pourquoi? Parce que lui, il connaît son époux. Comment est-ce qu'il a pu connaître son époux? C'est parce qu'il a ouvert son cœur. Et pourquoi il a ouvert son cœur? C'est parce qu'il était dans un manque affectif. D'accord? Alors cette femme, bien sûr, elle a regretté avoir partagé ça avec ce malfaiteur. Après, qu'est-ce qui se passe? Moi, je défends pas la trahison, je défends pas les relations extra-conjugales. Mais là, je suis en train de parler de l'humanité et de la santé et de la justice. C'est vrai, la femme, vous avez fait la connaissance d'une femme sur les réseaux sociaux qui est mariée. Vous aussi, vous êtes responsable. Pourquoi vous avez parlé à une personne mariée alors que vous êtes marocain, arabe, musulman? Vous connaissez très bien que c'est interdit, ok? Sans rentrer dans les détails. Bon, l'essentiel, c'est que ces femmes-là, qui font la connaissance d'un homme sur Internet, alors qu'elle est mariée, la pauvre, elle veut parler. Elle veut bavarder. Elle veut être écoutée. Alors ces messieurs, qu'est-ce qu'ils font? Eh ben, ils les écoutent, mais en contrepartie, elle doit payer. Et paye quoi? Premièrement, il aspire, hein, il absorbe, il aspire les informations. Tu fais quoi? Tu travailles? Où est-ce que tu travailles? Votre époux, il travaille où? Qu'est-ce qu'il a comme projet? Qu'est-ce qu'il a comme... est-ce qu'il possède... est-ce que vous possédez... vous avez des biens ou bien vous louez? Beaucoup de choses. Alors lui, il ne cesse pas de poser des questions implicitement. Mais les gens qui sont hypnotisés, si vous voulez, ou anesthésiés par la beauté, par la précision des choix, des mots, si vous voulez, et tout, elles sont hypnotisées, sont écoutées pour la première fois, donc la femme dévoile tout. Après, qu'est-ce qu'elle lui dit? Elle lui dit, si tu fais pas exactement ce que je te demande, je vais tout raconter à ton époux. Alors à ce moment-là, elle fait tout ce qu'il leur donne, ok? Exemple, elle lui demande de lui envoyer une photo. Ah, maintenant, il a une preuve assez strong, assez forte, pour la faire chanter davantage. Elle lui dit, envoie-moi une vidéo, sinon j'envoie la photo à ton mari. Donc elle sera dans l'obligation d'envoyer une vidéo. Et après, parce qu'elle va pas bien, parce qu'elle a peur, donc après avoir eu une vidéo nue de la dame, ou après avoir fait par exemple la masturbation en ligne avec elle sur WhatsApp ou sur n'importe quelle autre plateforme qui permet des appels vidéo, alors à ce moment-là, il a une autre preuve. Tout ça, la police n'en sait rien. Tout ça, le procureur n'en sait rien. Tout ça, le juge n'en sait rien, avec tous mes respects. Pourquoi? Parce que la victime est malade. Quand la victime est malade, elle va dévoiler ça à un médecin et elle ne le fera jamais à un juge. Alors, à ce moment-là, il a une preuve qui est très, 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 très forte et il fait souffrir la personne, il fait souffrir la victime. Et lui dit, soit tu fais l'amour avec moi, soit tu fais le sexe avec moi, soit je vais tout montrer à ton mari. Donc la femme, elle se suicide. Il y a des cas de suicide et de tentatives de suicide qui n'ont rien à voir avec la dépression uniquement. Et moi, je crois que c'est important de penser à faire une analyse très minutieuse, si vous voulez, de tous les téléphones, de tous les smartphones, de tous les comptes, c'est-à-dire la police électronique, fera un très bon travail si elle s'acharne à faire une recherche sur tous les comptes, sur toutes les plateformes, de toute personne qui a tenté de se suicider. On n'attend pas les suicides. On n'attend pas le suicide. Vous êtes en dépression, peut-être que vous êtes victime de chantage. Madame, est-ce que... Alors, les médecins, normalement, doivent déclarer certaines choses au procureur. C'est interdit de tout dévoiler au procureur, sauf s'il y a un cas de pédophilie. Et c'est très, très, très difficile parce que moi, j'ai été victime de ça. En fait, j'ai fait une déclaration à la police et tout par rapport à un cas de pédophilie. Et du coup, c'est moi qui ai été poursuivi. Pourquoi? Parce que je ne sais pas. Ok? Parce que la dame a déposé plainte contre moi et elle m'a accusé de diffamation alors qu'il n'y a pas de diffamation. Finalement, je suis innocente, mais je vais pas bien.
Et bon, il y a toujours à boire et à manger, hein. Il y a toujours des choses avec le tribunal et tout. Bon, tout ça pour vous dire que c'est pas évident. Alors, moi je pense que le médecin marocain, ou le médecin en général, bon, parlons des Marocains parce que je pratique au Maroc. Je pense que le médecin marocain doit avoir l'accès au procureur général d'une façon discrète, anonyme, pour se protéger. C'est-à-dire, je reçois un cas de dépression, je suis obligé de garder le secret professionnel. Il faut essayer de travailler d'une façon très intelligente, c'est-à-dire la police électronique, le procureur général, le juge. Je dois accéder à tous ces gens-là facilement et d'une façon discrète. C'est-à-dire la population, les gens ne doivent pas savoir que j'ai communiqué une information au juge, au procureur. Pourquoi? Parce que la victime, jamais elle pourra porter plainte contre cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne a des vidéos, a des photos, a des informations intimes, a des secrets. Et si je raconte, et même le procureur, le juge et la police électronique, la police juridique doivent savoir que on ne doit pas commencer la procédure, parce que si on commence la procédure d'une façon brutale, il y a ce criminel ou ce cybercriminel qui peut tuer la victime ou qui peut dévoiler ses secrets et rendre la vie de la femme catastrophique. Donc la femme a besoin d'une protection juridique, elle a besoin également d'une protection psychologique. Et les familles doivent comprendre que ça existe. Donc c'est-à-dire on ne doit pas punir la personne qui a dévoilé des secrets sur Internet. Pourquoi? Parce que cette personne est malade, elle va pas bien, elle était vulnérable. Donc les vulnérables, si vous avez remarqué, tout ce que je viens de citer, c'est ce qui normalement doit être fait, mais c'est trop difficile. C'est trop difficile. Quand je vois que la voie est difficile, quand je vois que le chemin est très long, qu'est-ce que je fais? Eh ben, j'insiste sur la prévention, parce que vaut mieux prévenir que traiter. Prévenir, c'est quoi? C'est-à-dire, on va parler, on va expliquer aux gens l'immunité émotionnelle sur les réseaux sociaux ou l'immunité électronique, même si je pense que la traduction doit être revue. Alors, cette immunité sur les réseaux sociaux ou immunité électronique, c'est pas facile de la voir si on fait pas une recherche. Alors moi, pour faire une recherche, qu'est-ce que je fais? Je me suis armée par un truc que j'admire, c'est la comédie, c'est le théâtre. La comédie médicale, le théâtre médical. Alors la comédie médicale, c'est quoi? C'est permettre aux gens de s'éclater, de rire, de plaisanter, de dépasser les limites. Pourquoi? Pour déboulonner les gens. Parce que mon objectif, c'est quoi? C'est de montrer aux gens la différence entre avant et après. C'est de démasquer les gens qui sont là pour donner des leçons de morale alors que ce sont des loups. Exemple. Il y avait un monsieur que j'invitais, à chaque fois, j'invitais, c'est-à-dire en direct, et ce monsieur ne cessait pas de nous donner des leçons de morale, de religion, imaginez, de religion, Coran. C'est grave, hein? De l'hypocrisie, l'art de l'hypocrisie sociale. Alors moi, j'ai été étonnée, j'étais choquée par un de ses commentaires sur une publication où il m'a dit « T'es dans le cœur » en arabe. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que j'ai une grande place dans son cœur. Alors que c'est interdit en islam de dire ça à une dame. Vous voyez l'hypocrisie? Cette hypocrisie est très nocive. Très nocive. C'est une cata. Alors, vous voyez, c'est ça mon projet en fait. Voilà pourquoi je ne me suis jamais penchée sur tout ce qui est podcast radio, mais je pense que ce serait une bonne idée. J'ai jamais pensé à ça. Je vous remercie. Très bien. Alors, mon téléphone est à 9%. Je vais essayer de lire les commentaires rapidement pour détruire les murs de la conscience. La confiance en soi ne se construit pas du jour au lendemain. Oui. Je vais lire les commentaires écrits en français. Oui, exactement ça. Merci. Quand on est satisfait en soi, on devient moins dépendant des validations extérieures. Oui, oui.
Bonsoir docteur, je vous remercie pour votre live. Moi aussi, j'apprécie ce que vous dites. Bonsoir docteur, bonsoir Lila. Mariam. L'esprit scientifique égale observation, analyse, conclusion. Oui, Sidi Mohamed, avec tous mes respects à tous les autres domaines. D'accord? Moi, j'ai un ami qui me dit toujours, que je salue, il me dit, à chaque fois que j'ai un problème, il me dit, Asma, lui, il a fait des sciences mathématiques, il m'a dit, Asma, toi, tu as fait sciences expérimentales, voilà pourquoi tu dois toujours vivre l'expérience de la souffrance pour comprendre la leçon. Et je m'éclatais de rire à chaque fois qu'il me disait ça. Alors, dans chaque domaine, il y a une façon de penser, hein. Et dans notre domaine, l'observation, la recherche et tout. Et je trouve vraiment un délice, hein. C'est très appétissant, si vous voulez, de faire de la recherche, de l'observation et tout. Bonsoir Léla. Bonsoir docteur, merci de vos observations analytiques. Je vous en prie, c'est gentil de votre part. Bonsoir cher docteur, bonsoir Sidi Rachidi. Pourquoi la photo, non pas la vidéo? Voilà. Msal khair, la Malik l'Amira. Msal khair, Sidi Mohamed. Bonsoir. L'homme est aussi responsable de ce qui arrive à la femme quand il l'a privé de ses droits. Je préfère ne pas aborder ce sujet parce que je vais bientôt terminer le live. Et ça nécessite vraiment une analyse, ça nécessite même la permission, si vous permettre aux gens de monter guest et de parler, de dire tout ce qu'ils ont dans le cœur. Ben, si vous êtes d'accord, on peut consacrer tout un live pour discuter ça. C'est-à-dire, on va permettre aux gens mariés, hommes et femmes, de monter et de bien décrire ce que vous avez dit. C'est-à-dire, vous dites que même le mari ou l'époux est responsable de ce manque affectif. Bon, pour moi, en tant que médecin, je pense que la femme, avant de se marier, elle doit faire de l'hypnothérapie pour traiter toutes les failles, toutes les dépendances affectives, toute l'absence affective des parents, si vous voulez, toute l'alimentation émotionnelle durant l'enfance et beaucoup de choses. Chez les deux, hein, chez les deux. Et la femme doit toujours choisir un homme qui prend soin de sa santé psychique. Pour moi, un homme qui n'est pas romantique, c'est un homme qui va me faire mal. Parce que mon père était comme ça. Un homme qui ne m'écoute pas, c'est un homme qui va me rendre faible et malade. Pourquoi? Parce que mon père n'était pas comme ça, vous voyez. Donc, je pense que la femme doit avoir de la confiance en soi pour pouvoir choisir un homme qui pourra répondre à ses attentes qui sont logiques, hein. Qui sont logiques, parce que c'est très logique de prendre un café, d'écouter, de se balader bras dans le bras. Il y a des gens qui n'ont pas besoin de ça, mais il y a des gens qui considèrent ça comme étant des choses primordiales et même essentielles pour la santé. Bonsoir. Bonsoir, la nana. Je suis en train de lire les commentaires. Bonsoir, bonsoir, merci beaucoup pour ce live, docteur. Je vous en prie, c'est des balles. Très bien, donc, mais vraiment, j'ai eu une dose d'énergie positive sans pareil ce soir parce que j'ai discuté avec vous un sujet que je suis sûre qui va être très utile, surtout pour les femmes, pour les jeunes, pour les gens qui en ont besoin. Parce que des fois, il y a des gens qui me suivent et qui n'ont pas besoin de moi, et ça, je l'admets, et j'apprends de ces gens-là, hein. Des fois, on veut enseigner, on veut apprendre aux gens certaines choses, et on est positivement surpris par quoi? Eh ben, par une vague de sagesse qui apparaît dans le live, et ça se montre par quoi? Ça se montre uniquement par le nombre des gens qui me suivent et qui ne parlent pas des fois. Le silence est une réponse pour moi. Le silence, c'est quand il y a une personne qui me suit maintenant, qui regarde mon live, et la grande majorité ne parle pas, c'est-à-dire qu'elle est intéressée. Alors ça, c'est un signe qui me donne de la force, sincèrement. Salut docteur, j'ai une colopathie chronique des années. Récemment, j'ai des douleurs abdominales. Je suis désolée, il faut faire un examen clinique pour éliminer toute cause
physique. Voilà. Donc, je vous admire, je vous souhaite tout le bonheur. Vous retrouverez, Inch'Allah, la rediffusion sur ma chaîne YouTube. J'ai déjà enregistré quelques rediffusions en arabe sur ma chaîne qui porte le même nom. Pour les consultations à distance et à domicile, il suffit de prendre le rendez-vous sur www.docexpress.ma. Cordialement.